Cette scène, elle se déroule le 8 mai 2023 en plein jour dans le quartier du luxe de Tokyo, c'est-à-dire Ginza. Ce jour-là, c'est 308 millions de yens, soit 1,7 million d'euros qui sont dérobés en seulement quelques minutes. Mais rapidement, la police retrouve les suspects dans un immeuble à Akasaka. Les personnes arrêtées sont des adolescents. Toutefois, quelque chose qui choque le plus les policiers, ce n'est pas leur âge, mais le fait que les 4 ados déclarent qu'ils ne se connaissaient pas il y a encore quelques heures. Une société où n'importe qui peut être un criminel sans pour autant être le véritable coupable, c'est le cauchemar que les autorités japonaises tentent de stopper. Le 21 octobre 2016 sort un épisode particulier sur Netflix, l'épisode 3 de la saison 3 de Black Mirror, intitulé Tais-toi et danse. On retrouve Kenny, un adolescent discret qui voit son ordinateur être compromis par un logiciel malveillant. Peu après, des inconnus le font chanter par le biais d'une vidéo intime enregistrée via sa webcam. Pour éviter que la vidéo soit diffusée, il doit obéir à une série d'ordres de plus en plus inquiétantes transmis par téléphone. Sur sa route, il croise d'autres personnes qui, elles aussi, sont piégées par le même réseau de chantage. En somme, des citoyens ordinaires sont poussés à commettre des actes criminels dont un braquage de banque sous la menace d'une exposition publique. Et si l'épisode voulait faire poser la question aux spectateurs de jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour cacher vos secrets, d'autres en le visionnant se sont plus posé cette question. En quoi cette méthode n'est-elle pas applicable dans le monde réel ? Car ce que je viens de vous décrire, c'est exactement la méthode utilisée par les nouveaux gangs au Japon. Yami Baito. C'est le nom japonais de cette méthode avec Yami pour ténèbres / sombre et Baito ça désigne les jobs à temps partiel très fréquents au Japon. Donc Yami Baito combiné ça fait petit boulot sombre. Plus clairement, ça veut dire travail illégal. Au Japon, des recruteurs parviennent à hameçonner des citoyens lambda, sans casier judiciaire et sans antécédents douteux. Une fois qu'ils ont reçu des informations personnelles, la victime se retrouve alors piégée dans les filets du recruteur. À ce stade, même si elle comprend avec la description que ce travail est illégal, la victime ne peut juste plus se retirer de l'affaire. C'est comme ça que sous la menace, les victimes se retrouvent à faire le sale boulot du gang. Ça peut être aussi simple que récupérer et déposer un paquet dans un endroit précis, ou alors aussi spectaculaire que commettre un braquage ou même un meurtre. Alors bien sûr, ce ne sont pas des pros, donc comme pour le braquage de la bijouterie, ils peuvent se faire prendre par la police. Mais c'est justement ça l'avantage de cette méthode utilisée par les gangs. Même si les employés se font arrêter, toutes les conversations sont chiffrées, impossible pour la police de remonter jusqu'à eux. Le personnel qui effectue les Yami Baito ne sont que des pions jetables. C'est ce qu'on appelle en japonais le tsukaiste, une expression pour dire qu'on utilise quelque chose, puis on peut le mettre à la poubelle. La métaphore la plus utilisée dans les médias japonais, c'est celle de la queue de lézard. Elle est sacrifiable, jetable, mais surtout, elle repousse. Mais si on en croit les chiffres, une meilleure analogie que je propose, ce serait l'hydre de Lerne. Couper une tête, il en repoussera 2 autres. Effectivement, sur ce graphique issu d'une vidéo traitant des Yami Baito, on voit que depuis 2020, le phénomène a explosé. On estime le montant total des dommages liés aux Yami Baito à 260 milliards de yens, soit 1,44 milliard d'euros. Et les gangs qui ont développé et popularisé cette méthode se nomment Les Tokuryu. Contraction du mot Tokume Ryudo Gata Hanzai Group. Heureusement qu'ils ont contracté. Croyez-moi, ils n'ont absolument rien à envier aux Yakuza, bien au contraire. À cause des lois anti-gang de 1991 et sa révision en 1999, être Yakuza oblige à être fiché, identifié et scruté de près par la police. Ces lois, elles ont considérablement affaibli les Yakuza en mettant les chefs derrière les barreaux pour la moindre incartade de leurs subordonnés. Alors que pourtant, quelques décennies auparavant, les Yakuza avaient comme rôle dans la société de mater ou absorber la petite délinquance. Ce qui fait que j'ai presque l'impression tout à fait personnelle que le gouvernement japonais regrette d'avoir troqué une mafia contrôlée et identifiée pour des gangs imprenables. Et oui, imprenables car c'est littéralement dans leur nom. Les Tokuryu sont Tokume, anonyme, et Ryudo, fluide dans leur hiérarchie. C'est exactement l'inverse des Yakuza qui sont pour le moindre membre fichés et identifiés et qui sont très rigides sur la hiérarchie de leur clan. Alors maintenant, au vu des chiffres, on a envie de savoir comment les recruteurs des Tokuryu parviennent à recruter autant de monde dans leur rang. Puis quelles sont leurs méthodes de chantage pour transformer un citoyen lambda en un meurtrier. Et ce qui inquiète vraiment la police japonaise, c'est que ce système d'homme à tout faire criminel peut rentrer dans les mains maintenant de n'importe qui. C'est comme ça qu'un seul homme a pu être responsable en seulement 3 ans d'une 50aine de vols, cambriolages, agression, braquage sur le territoire japonais sans jamais être au Japon. Et vous allez voir que son arrestation est tout aussi spectaculaire que les méthodes qu'il utilise. Bienvenue dans le décryptage des Tokuryu, la nouvelle criminalité au Japon.
L'arnaque du olé olé sagi, le c'est moi en japonais, c'est de faire croire à l'interlocuteur qu'on est une personne que l'on n'est pas, sans la mentionner. On dit simplement c'est moi, mais c'est moi, jusqu'à ce que l'interlocuteur donne une identité. C'est une arnaque connue et il y en a plein d'autres, donc il faut faire attention. Donc si vous voulez être réglo et droit dans vos bottes en tant que freelance ou entrepreneur, vous avez Odoo. Avec l'application facturation de chez Odoo, le principe il est simple. Au lieu de passer du temps à bricoler des factures à la main, comme beaucoup le font, tu peux les créer et les envoyer en quelques secondes. En gros, tu choisis ton client, tu ajoutes ton produit ou ton service, les infos de paiement et c'est parti. Et tu peux aussi gérer les échanges directement dans l'application. T'as aussi tes notes de crédit et tu peux aussi ajouter tes factures fournisseurs. Là où c'est cool aussi, c'est que tu peux suivre tes paiements un peu plus proprement. Surtout que si jamais vous bossez avec des entreprises belges, je rappelle que depuis le 1er janvier 2026, eh bien la facturation électronique est obligatoire en Belgique. Et ce sera aussi en France à partir de septembre 2026. Les clients peuvent donc payer en ligne via différents moyens de paiement et tu peux garder une vision claire de ce qui est payé, ce qui est en attente et ce qui doit être relancé vite. Donc si vous voulez une application simple pour facturer, suivre vos paiements et gérer de manière plus professionnelle, vous avez Odoo Facturation. Le lien est en description, surtout que gros point fort, la première application chez Odoo est gratuite à vie, avec hébergement et support inclus, ce qui permet de lancer ta facturation directement. Pour comprendre concrètement à quel point ce système de Yami Baito peut être exploité de manière terrifiante et surtout par n'importe qui, je vous propose de plonger dans l'histoire des Takarajima. Voici monsieur et madame Takarajima, respectivement 55 et 56 ans. Ils sont propriétaires de 14 restaurants situés près de la gare de Ueno. Ce maillage impressionnant de restaurants est même considéré dans le milieu comme un petit empire, ce qui lui a valu le surnom de Takarajima Road. Mais la réussite, comme vous l'imaginez, ça attire la convoitise. Effectivement, le couple est souvent au cœur d'altercations dans le quartier contre d'autres restaurants. On les voit ici sur un enregistrement d'une caméra de surveillance avec la police qui est déjà sur les lieux. Le sujet de la discorde ? Le racolage, la captation des clients et la guerre de prix menée avec les restaurateurs concurrents. Selon certains journaux locaux, les conflits sont tellement récurrents que c'est environ une fois par semaine. Mais peut-être que celle-ci, c'était celle de trop. Le 16 avril 2024, 2 corps calcinés placés en X sont retrouvés dans la région de Nase, dans la préfecture de Tochigi. Leur tête est couverte d'un sac enroulé grossièrement par du scotch. L'autopsie a révélé que la cause du décès de ces 2 personnes est l'asphyxie par compression cervicale et que la femme a également subi un traumatisme crânien. Mais surtout, on identifie les 2 corps comme étant le couple Takarajima. Ils avaient beaucoup d'ennemis, vraiment. Ils étaient surveillés, ils me répétaient souvent de faire attention lorsque je rentrais chez moi. Ce sont les paroles de Manami Takarajima, la fille du couple Takarajima. Dès le lendemain après que les corps aient été retrouvés, une horde de journalistes s'est empressée de l'interviewer. Et ils ont réussi à lui arracher quelques mots en campant devant la porte de son domicile. Mais le même jour, soit le 17 avril 2024, un homme se rend de lui-même dans un commissariat à Gotanda, à Tokyo. On m'a donné des instructions. Je devais les étrangler pour les tuer. Ces mots viennent de Ryoken Hirayama. Cet homme déclare qu'il a été engagé pour tuer le couple Takarajima en l'échange de plus de 10 millions de yens, soit 55 000 €. Pour parvenir à ses fins, il a acheté de l'essence, des bidons d'essence, du ruban adhésif et quelques agents inflammables dans un magasin de bricolage à Koshigaya. Mais comme il ne voulait pas faire le sale boulot de lui-même, il a engagé 2 autres personnes pour le seconder dans le double meurtre des Takarajima. Ces larbins ont été attirés par la mention d'un baito, donc un job à temps partiel, très bien rémunéré. 2,5 millions de yens chacun, soit 14 000 €. Il s'agit de Kirato Wakayama et Kangwangi, respectivement 21 et 20 ans. Lorsqu'ils entendent pour la première fois la proposition, ils se disent que c'est une occasion en or. Surtout que Hirayama les a bien rassurés sur le fait que les preuves seront bien détruites, ce qui a été effectivement le cas. Mais les 2 individus n'avaient certainement pas prévu que leur employeur balancerait tout à la police et que leur visage serait identifié sur des vidéos de caméra surveillance. C'est comme ça que le 1er mai, ils sont tous les 2 arrêtés, le premier à Chiba et le second à Kanagawa. En incluant Hirayama, il y a déjà 3 arrestations pour cette affaire, et la 4e, il s'agit de Hikaru Sasaki, surnommé Aniki. Pas grand chose à dire sur lui car il ne servait que de relais entre le client et Hirayama, c'est encore un intermédiaire. Donc même après toutes ces arrestations, la police sait très bien qu'elle n'a pas du tout encore tous les maillons de la chaîne. Car le 15 avril vers 21 h, dans le quartier d'Ueno à Tokyo, on voit sur les images de sécurité le couple Takarajima marcher avec un jeune homme qui n'est ni Hirayama, ni les 2 autres hommes qu'il a engagés. Après ça, la police a compris que le couple a été emmené dans une voiture de location, puis dans le garage d'une résidence sans propriétaire dans le quartier de Shinagawa. Là-bas, ils ont été tués et leurs corps ont été déplacés à l'aide d'une voiture. Le chauffeur s'est ensuite dirigé vers la préfecture de Tochigi, là où on a retrouvé les corps. Mais il y a quelque chose de perturbant dans cette affaire, c'est que aucune, et je dis bien
aucune des 4 personnes arrêtées pour le moment ne connaissait le couple Takarajima. Ce ne sont que des intermédiaires ou des hommes pour faire le sale boulot. Pour percer le mystère de l'identité du cerveau de l'opération et son motif, il faut se concentrer sur les caméras de vidéosurveillance. Qui est l'identité de cette personne qui accompagne monsieur et madame Takarajima? C'est bien elle qui a emmené le couple victime jusqu'à la résidence où ils ont été tués. Et pour ça, il suffit de savoir qui pouvait bien avoir accès à la résidence vide où ils sont morts. Ryo Maeda, l'administrateur du bien, est identifié. C'est un agent immobilier, tout ce qu'il y a de plus banal, et rien ne l'incrimine spécifiquement, sauf qu'il est lié à une personne bien particulière, Seiha Sekine. On les voit bien ici ensemble dans cette vidéo YouTube qui date d'octobre 2023. Et d'ailleurs sur la même vidéo, on voit aussi Madame Takarajima. Quoi qu'il en soit, cette vidéo prouve bien que Ryo Maeda et Seiha Sekine se connaissent. Mais alors, ce Sekine, c'est qui ? Eh bien c'est la première personne qui est enfin connectée directement au couple Takarajima, c'est leur homme à tout faire. Alors c'est quand même un peu plus que ça parce qu'il est le gérant de 5 restaurants exploités par le couple Takarajima. Et aussi accessoirement, c'est le petit ami de la fille du couple Takarajima, Manami Takarajima. La police sent qu'elle touche au but, mais maintenant il leur faut un motif. Pour quelle raison Sekine pouvait en vouloir au couple Takarajima? Motif, tension autour des restaurants. Ces dernières semaines, les tensions entre Sekine et le couple Takarajima étaient à leur paroxysme. Le directeur de 5 restaurants de l'empire Takarajima estimait qu'il n'était pas récompensé à hauteur de ses efforts. Et surtout, il y avait une divergence sur les méthodes de travail. Les Takarajima voulaient embaucher davantage de salariés étrangers et continuer à augmenter le nombre de restaurants, alors que Sekine voulait plutôt améliorer la qualité des établissements existants et faire progresser le chiffre d'affaires sans multiplier les ouvertures. Des sources disent même qu'il était prêt à quitter l'entreprise et donc l'empire Takarajima après la Golden Week. Mais visiblement, il a changé de plan en décidant d'éliminer les Takarajima. Ryo Maeda, lui, a été mêlé dans cette affaire par le biais de Sekine pour obtenir une bonne excuse pour faire bouger le couple Takarajima en pleine nuit. L'excuse, c'était simplement la visite d'un bien immobilier pour étendre l'empire au-delà des frontières du quartier d'Ueno. Une fois dans la maison vide, c'est là où les 2 jeunes qui ont été recrutés leur sont tombés dessus et leur ont ôté la vie. Après 6 arrestations, on a enfin le cerveau de cette affaire. Mais il y a quelque chose qui cloche. D'autres sources, qui sont des personnes visiblement qui travaillaient avec Sekine et aussi le couple Takarajima, disent qu'il était vu comme un successeur. Ce qui est assez logique, tu ne confies pas la gestion de 5 restaurants à quelqu'un que tu estimes être juste un homme à tout faire. Donc clairement, il doit y avoir quelque chose en plus, il y a vraiment une pièce du puzzle qui est manquante. Sekine tout seul ne devrait pas avoir logiquement autant de haine pour vouloir tuer les Takarajima. Et effectivement, le 27 juin, plus de 2 mois après la découverte des corps, il y a une 7e personne qui va être arrêtée. Il s'agit de Manami Takarajima, la fille des victimes. Oui, c'est la même qui avait donné l'interview le lendemain de leur mort. Mais alors, pourquoi s'est-elle attaquée à ses parents ? En janvier 2024, on retrouve que la fille Manami Takarajima a démissionné de la société de gestion des restaurants. Et visiblement, il ne s'agirait pas d'une démission volontaire, mais plus d'un évincement au profit de la fille cadette des Takarajima. Aucun journal japonais ne mentionne ce détail, mais des vidéos que j'ai trouvées sur le YouTube Japon affirment cette théorie. Et ça expliquerait beaucoup mieux la haine qu'auraient pu ressentir Manami et Sekine envers les Takarajima. Je vais m'en débarrasser. Je ferai en sorte qu'il ne puisse plus jamais remettre les pieds ici. C'est le message que Sekine a envoyé à Manami quelques semaines avant le double meurtre. Il prouve qu'elle était bel et bien au courant des agissements de son petit copain. Bien sûr, il a fallu du temps à la police pour retrouver ces messages qui avaient été curieusement supprimés sur les 2 téléphones de Sekine et de Manami. Ce qui explique pourquoi Manami Takarajima a été arrêtée aussi longtemps après les autres suspects. La police voulait être sûre que c'était bien elle qui était à l'origine de tout. Sachant qu'en plus, plusieurs témoignages des proches autour du couple Manami et Sekine précisent que des 2, c'est clairement la femme Manami qui menait le couple. Finalement, le couple Sekine et Manami ont commis 2 erreurs majeures. La première, c'est de ne pas avoir assez délégué le sale boulot. Sekine n'aurait même pas dû s'approcher du couple Takarajima ce soir-là et rester bien à l'écart pour avoir un alibi en béton. Et surtout, la seconde erreur, la plus grave, c'est d'avoir laissé des traces par message sans utiliser des applications et des téléphones dédiés. Ainsi, même quand les intermédiaires auraient été arrêtés, ils seraient restés totalement inconnus. C'est même ça la base de la méthode des Tokuryu. Quoi qu'il en soit, l'affaire Takarajima démontre une réalité effrayante
effrayante au Japon, c'est que n'importe qui peut commanditer un homicide. En théorie, ça permet aux organisateurs d'avoir un alibi en béton en étant présent ailleurs que sur la scène de crime au moment des faits, et aux exécutants de ne pas être suspectés parce qu'ils ne sont reliés en rien à la cible. Mais ici, si finalement tout a capoté, ce qui est finalement une bonne chose, eh bien c'est parce que ce n'est qu'une pâle copie de la version utilisée par les nouveaux gangs, les Tokolyu. Parce que eux, leur plus grande force, c'est qu'ils parviennent à faire commettre des actes innommables à des personnes sans antécédents, des personnes tout à fait banales. Et je vous ai dit tout à l'heure que c'était par le biais de chantage, mais en vérité, c'est beaucoup plus subtil que ça. Recrutement du Yamibaito. Au revenu, payé cash le jour même, mission blanche sans risque. Ce sont les principaux mots-clés qui sont utilisés par les recruteurs pour attirer le citoyen tout à fait banal dans leur filet. Alors, je dis banal, mais ils ont quand même une particularité, c'est qu'ils ont tous un fort besoin urgent d'argent. C'est exactement ce point commun qu'il y avait parmi les 4 personnes en bas de l'échelon dans l'affaire précédente. Ils avaient tous un goût prononcé pour les plaisirs primaires qu'offre l'argent, l'alcool, la drogue et le sexe. Bon, ça c'est pour le profil, mais maintenant qu'on a compris de qui il s'agissait, il faut comprendre comment l'hameçonner. Et quoi de mieux que de la pratique, j'ai mis ces 3 expressions japonaises sur la barre de recherche Twitter, et en scrollant à peine quelques secondes, j'ai trouvé ceci. Opportunité d'emploi très rémunératrice, région de Kanto, principalement Tokyo, salaire 50 à 100 000 yens. Du lundi au vendredi, en journée, aucune limite d'âge, aucun dépôt requis, paiement immédiat, rémunération attractive. Si vous voulez gagner de l'argent, contactez-nous par message privé. Et des tweets comme ça, il y en a mais à foison. Ça explique pourquoi sur les 2373 personnes arrêtées en 2023 concernant de la fraude, 1754, soit 70% étaient en Yamibaito. En conséquence, on voit même sur Twitter la police faire de la prévention sous ses offres pour dire attention, ça sent pas bon. Malheureusement, Twitter ce n'est qu'une plateforme parmi tant d'autres. Il y a également des offres de Yamibaito sur Instagram, sur des sites de baito normaux comme Indeed, mais là où les échanges entre le recruté et le recruteur sont présents de manière critique, c'est bien sûr sur Telegram et Signal. Pas besoin d'être un génie pour comprendre pourquoi ce sont les plateformes préférées des recruteurs. C'est tout simplement parce que ce sont des applications avec une forte anonymité et avec des messages éphémères voire chiffrés de bout en bout. Telegram est pratique pour recruter à plus grande échelle avec la fonction de recherche globale et les canaux publics, et Signal est rassurant pour les recruteurs qui veulent des échanges plus fermés. On comprend alors qu'en vérité, Twitter et Instagram c'est juste présent pour ratisser de manière très large des profils. Ensuite, le recruteur, sans jamais donner la vraie nature du travail, propose d'aller sur une autre application plus sécurisée comme Telegram ou Signal. Une fois que tout le monde est là-bas, on va passer sur ce qu'on appelle de la collecte d'identité. Nom, prénom, adresse, selfie, pièce d'identité, numéro de compte bancaire. Ça paraît être des données sensibles, mais c'est des données tout à fait banales pour un recrutement pour un job. Et je vous le confirme, c'est vraiment le cas, on demande ce genre d'informations pour un baito même normal, sauf que ce qui va différencier un baito normal d'un Yamibaito, c'est l'ordre des choses. Normalement, pour un petit boulot au Japon, il y a une annonce claire, une candidature, un entretien, une embauche, et c'est seulement après tout ça que le recruteur demande des informations personnelles. Pas dès le début. Mais vous imaginez bien que les recruteurs de Yamibaito, ils ont plus d'un tour dans leur sac et ils parviennent à faire commettre l'erreur chez les recrutés avec 2 mécanismes. Le premier, c'est que même certains baito normaux demandent parfois des documents très tôt dans le processus. Donc faire la distinction entre un vrai baito et un Yamibaito, c'est pas si évident. Selon une enquête faite par Deep sur 250 lycéens, 80% ont été incapables d'identifier le baito illégal, et ça malgré les vidéos préventives de la police. Et le second mécanisme, c'est plus abstrait, mais c'est le sentiment d'urgence. Les recruteurs vont relancer très souvent en demandant de prendre une décision vite, tout en mentionnant qu'il y a beaucoup d'autres candidatures et que la grosse somme d'argent, généralement 100 000 yens, soit quand même 600 € en une seule journée, peut vous filer entre les doigts. Là, je sais que vous êtes en train de sourire en vous disant mais quel abruti tomberait dans un piège pareil, c'est vraiment basique. Mais justement, c'est tellement basique en fait que ce sentiment d'urgence, ce biais d'urgence même j'ai envie de dire, eh bien on y est soumis en permanence dans notre quotidien. On retrouve ce mécanisme sur les sites d'e-commerce. Commandez maintenant pour le recevoir demain, il ne reste plus que 3 produits. Ou encore sur les sites de réservation de trains, d'avions ou d'hôtels. Seulement 2 places restantes à ce tarif. Et c'est aussi la même technique que les agents immobiliers avec leur célèbre Il y a beaucoup de personnes sur ce dossier, mais je peux vous mettre en priorité si vous me donnez une réponse aujourd'hui. Tout ce que ces personnes essayent d'exploiter, c'est ce qu'on appelle l'heuristique d'affect. C'est un biais qui pousse le cerveau à court-circuiter la réflexion pour se reposer sur une émotion immédiate au risque de fausser le jugement et de conduire à de mauvaises décisions. En gros, en face d'un gros gain potentiel, on va avoir tendance à sous-évaluer les risques. Et justement, c'est une fois que vous avez donné toutes vos informations personnelles que le véritable job se dévoile. C'est le genre de vocabulaire utilisé, ce sont des mots gentils qui sont là pour mettre en confiance. À ce stade, vous pouvez sentir qu'il y a quand même quelque chose qui sent mauvais et donc vous dire je n'ai rien accepté formellement, donc je me désiste. Mais c'est là où la discussion peut prendre un autre tournant. On
sait qui tu es. On a ton adresse. On connaît ta famille. Tu ne peux plus te retirer. Selon cet homme nommé Funaime, un ancien chef fraudeur spécialisé, donc quelqu'un qui vient littéralement de ces gangs Tokolieu, ces paroles prononcées par les recruteurs ne sont pas de simples menaces. Il arrive que des membres de gang viennent toquer à la porte de la victime et, je cite ces mots, Si la victime vit en couple, il y a des histoires de viol directement au domicile. Et les images, les vidéos de ce viol se retrouvent à être publiées dans les discussions avec la victime. Mais pour en revenir aux réseaux sociaux, le recruteur va quand même mettre en confiance la victime. Il ne va pas immédiatement demander à la personne piégée d'aller commettre un meurtre. Non, c'est trop violent. Il va commencer avec de petites tâches simples à faire, c'est ce qu'on pourrait appeler le niveau 1 du Yami Baito. Vendre ou céder un compte bancaire, louer un téléphone au nom de quelqu'un, transférer des fonds, réceptionner un colis et servir de boîte aux lettres ou récupérer des cartes bancaires. Tout ça se passe très généralement absolument sans encombre et donc ça met en confiance la victime. Et grand luxe, elle va même être payée. Très loin des 100 000 ou 1 million de yens promis par jour, mais un petit peu. Ce ne sera jamais gros car tant que vous êtes en Yami Baito, vous devez être jetable pour le gang. Et donc on ne doit rien laisser sur vous qui pourrait donner une piste aux policiers pour remonter jusqu'à l'identité du recruteur. Donc maintenant que la victime est habituée aux tâches de niveau 1, on passe au niveau 2. Servir de coursier, retirer du cash, utiliser des informations bancaires, participer à des fraudes comme le ole ole sagi. C'est le principe de se faire passer pour quelqu'un d'autre au téléphone en disant « Mais oui, c'est moi, mais c'est moi !» Et les personnes vulnérables se disent « Ah mais oui, c'est toi mon fils, etc. » Et tu leur dis que tu as un accident et qu'il faut urgemment de l'argent, et c'est comme ça que tu les arnaques. Et le dernier style de Yami Baito, c'est ce qu'on appelle faire le ramasseur. On part arnaquer de l'argent directement auprès de la victime âgée. L'organisme vous fournit une fausse carte de police et le but c'est de voler des cartes bleues directement dans le foyer de la personne vulnérable. Dans cette vidéo, il détaille le fonctionnement avec la subtilité où ils mettent en confiance la victime en lui faisant faire elle-même le geste de donner sa carte. Ça peut être aussi par téléphone uniquement et récemment, j'ai un ami japonais qui est assez âgé en fait, qui a failli se faire avoir. C'est-à-dire qu'il était littéralement en FaceTime avec un faux policier. Oui voilà, j'ai besoin de telle information, nom, prénom, etc. Au début c'est des informations tout à fait banales et puis au bout d'un moment c'est information bancaire. Il a raccroché, heureusement il n'a pas donné ses coordonnées bancaires mais ce n'est pas passé loin. Donc tout ça c'est le niveau 2 du Yami Baito et pour être honnête, toutes les arnaques que je vous ai mentionné ici, eh bien c'est pas nouveau, ça existe au Japon depuis plusieurs décennies. Non, ce qui va vraiment marquer le Japon depuis 2022, c'est l'existence du niveau 3 du Yami Baito. C'est quand la violence physique s'invite dans l'arnaque. Cambriolage ciblé, intrusion au domicile, séquestration, vol avec violence. Rien de surprenant à ça, mais c'est clairement ce registre qui a le plus choqué l'opinion publique japonaise. Mais même parmi tout ce que je viens de vous citer, il y a encore un niveau plus hard. C'est une sous-branche du Yami Baito et elle est essentielle pour comprendre le mode de fonctionnement des Tokolieu. C'est le Yami Risotto Baito. Le Resort Baito normal, c'est un travail à temps partiel à l'étranger. Mais dans sa version Yami, donc obscure, eh bien on profite que la personne, la victime, soit à l'étranger pour lui faire perdre tous ses repères. À la seconde où elle est arrivée dans le pays étranger, on la prive de son téléphone et de son passeport. Certains racontent même avoir eu les yeux bandés. Et si jamais vous vous rebellez, eh bien on vous passe à tabac et ça devient un véritable kidnapping. でさらわれてカンボジアに連れて行かれた方が、ちょっとお骨になって戻ってきたっていう事例がありますよね。向こうで拷問を受けて。Effectivement, ça, j'ai vérifié, c'est une vraie histoire. Un étudiant coréen à l'étranger aurait succombé aux tortures qu'il subissait, notamment celles perpétrées au moyen d'un taser. Il y a aussi d'autres histoires tout aussi glauques où des personnes sont justement vendues en tant qu'esclaves ou alors découpées vivantes pour prélever des organes, mais je tiens quand même à préciser qu'il n'y a pas de véritables preuves et que ce ne sont que des témoignages. Mais alors, sans en arriver là, une fois que la personne victime est à l'étranger, eh bien qu'est-ce qui se passe? Eh bien ils sont emmenés dans une pièce, en fait, qui est une ferme à arnaque téléphonique. Vraiment, autour de vous, il y a tout un tas de personnes qui subissent le même sort que vous et vous devez obtenir des résultats réguliers au téléphone, c'est-à-dire arnaquer un minimum de personnes. Ça fonctionne vraiment comme une entreprise et certains témoignages parlent même d'un environnement de travail relativement sain. Chambre d'hôtel climatisée, on prend soin de la motivation des salariés et on a même des plats typiquement japonais qui sont servis à la cafétéria de l'entreprise. Ou plutôt devrais-je dire du gang. Et tout ce que je vous raconte, c'est pas des blagues, c'est vraiment prouvé. C'est dans cet article que tout est mentionné, mais il est aussi mentionné que le gang punit sévèrement les personnes qui essaient de s'enfuir avec de l'argent ou alors qui ont dénoncé les agissements du gang à la police. La torture était monnaie courante. À ma connaissance, une personne a été tuée. On les forçait à se mettre nus ou on leur enfonçait des brosses à dents dans la nuque tout en les battant et en se moquant d'eux. Quiconque osait défier le patron et tenter de monter sa propre affaire était ligoté, poignardé à plusieurs reprises dans le dos et laissé pour mort. Tout était filmé et utilisé comme exemple. Le patron ne les a jamais touchés directement, mais tous voulaient désespérément être dans ses bonnes grâces. Alors ils obéissaient volontiers.
Le meilleur exemple que je peux vous donner de ces fermes à arnaque téléphonique, c'est le coup de filet qui s'est produit le 13 novembre 2019 à Manille. Les autorités philippines ont pour cible 2 individus visés par un mandat d'arrêt japonais pour vol, Nobuki Oshita et Yusuke Kiya. Mais lorsqu'ils pénètrent dans l'hôtel de Makati, ils ne s'attendaient clairement pas à voir cette scène. C'est pas moins de 36 personnes qui sont découvertes dans une des chambres qui servait de bureau de télécommunication d'arnaque. L'opération ciblée bascule soudain en découverte d'un réseau complet. C'est une victoire pour la police philippine, mais aussi japonaise, car les 36 interpellés de Makati sont progressivement renvoyés au Japon entre 2020 et 2021, où ils seront ensuite jugés. Mais à ce moment-là, ce que la police ignorait, c'est que cette arrestation spectaculaire donnerait naissance au plus gros gang Tokuryu connu à ce jour, car ils n'ont pas réussi à attraper le véritable cerveau de l'organisation. La police japonaise ne connaît pas sa véritable identité, mais dans l'organisation, il a un nom de code. Luffy. Incident de Luffy. 2 mai 2022 vers 15h20, 2 hommes font éruption dans une boutique de rachat-vente de montres de luxe du quartier de Nakagyo à Kyoto. En brisant les vitrines, ils ne volent pas moins de 41 montres de luxe, dont des Rolex. L'action est très rapide, suivie d'une fuite en 2 roues. Les premières estimations parlent d'un butin total de 70 millions de yens, soit 385 000 euros. 2 mois plus tard, les braqueurs sont arrêtés et à la stupeur générale, on découvre que les 2 hommes ne se connaissaient pas et qu'ils ont été engagés en Yamibaito. Alors, il faut comprendre qu'en 2022, le Japon connaît le principe du Yamibaito, mais pour les arnaques, pas pour des braquages. Les policiers comprennent alors que ces hommes ont été enrôlés par un certain Luffy qui serait le cerveau de l'opération. Et cet incident, c'est le premier attribué à Luffy, mais c'est le premier d'une très longue liste. Matez-moi cette liste de l'enfer, ça ne s'arrête jamais. Toutes les attaques sont violentes, elles s'enchaînent dans le temps, mais pourtant elles sont éparpillées à travers tout le Japon. 20 octobre à Inagi, 7 novembre à Iwakuni, 5 décembre à Nakano, 21 décembre à Nishi, 9 janvier à Miyamae et aussi à Ishikawa, 10 janvier à Ashikaga, 12 janvier à Nishi et à Chiba, 14 janvier à Ryugasaki et Tsukaba, mais celle de trop, c'est l'affaire du 19 janvier 2023 dans la ville de Komae. À 17h ce jour-là, des policiers ont découvert à son domicile une femme nonagénaire gisant dans une mare de sang, la tête ensanglantée. Depuis environ midi, elle a été sauvagement battue et assassinée, les mains liées avec des colliers de serrage. Son domicile a été saccagé et 4 objets, dont 3 montres de luxe et une bague en diamant d'une valeur approximative de 600 000 yens, ont été volés. L'opinion publique est horrifiée de découvrir que des Yamibaito peuvent commanditer des meurtres à distance. Et encore une fois, un nom ressort fortement du côté des organisateurs, Luffy. C'en est trop pour la police japonaise qui décide d'agir en urgence. Il faut se rendre compte qu'en seulement 8 mois, c'est pas moins de 14 incidents violents recensés qui ont été organisés par Luffy et son réseau de Yamibaito. Aussi minutieux soit-il, il n'a pas pu cacher toutes ses traces derrière toutes ses affaires. C'est comme ça que la police japonaise enquête et finit par découvrir que le coupable est en réalité aux Philippines. Ils obtiennent même une localisation précise, mais là, la police japonaise obtient une information la plus choquante de toute l'enquête. Tous, et je dis bien tous les leaders de ce Tokuryu sont en réalité déjà arrêtés. Je parle pas au passé, je parle au présent, ils sont en arrêt au moment où l'enquête se fait. Ces hommes sont incarcérés au centre de détention pour immigrants de Bikutan aux Philippines. Et je dis ces hommes, mais en vérité, il y en a qu'un seul. En effet, Luffy utilisait différents pseudos, mais derrière Luffy, Hao ou encore Kim, eh bien ce n'était que la même personne. Il parvenait à faire commettre tous ses crimes au Japon avec seulement quelques téléphones et surtout depuis un centre de détention. Pourquoi il était là-bas ? Eh bien parce que la police philippine l'a arrêté le 19 avril 2021, soit quand même plusieurs mois avant le début des premiers incidents Tokuryu. Et en fait, à cause des procédures d'extradition qui traînaient, il n'avait toujours pas été rapatrié pour être jugé au Japon. Et donc le mec continuait alors qu'il était pourtant en détention. Mais alors maintenant on a envie de savoir qui est cet individu qui a terrorisé le Japon pendant plusieurs mois. De son vrai nom Yuki Watanabe, d'aussi loin qu'on a des informations sur lui, c'est une véritable ordure. Né en 1984 à Sapporo, à l'école primaire, il prend pour habitude de frapper les autres élèves qu'il n'apprécie pas ou qui ne se plient pas à sa volonté. Il les met à l'écart, balance leurs chaussures, fait disparaître leurs affaires, les humilie, mais même les adultes n'échappent pas à cette logique. Son institutrice principale, une femme d'une trentaine d'années, va en faire les frais. Le jeune Watanabe jette ses affaires, casse son appareil photo, colle des punaises sur sa chaise, et à force, la pression devient telle qu'elle sombre dans une profonde dépression. Une fois au collège, les traits de l'enfant se durcissent encore. Dès sa première année, il commence à fumer et il continue à harceler en traitant ses victimes comme des esclaves. Mais il y a ce basculement plus grave encore, des menaces adressées à des filles jusqu'à leur lancer qu'elles n'ont qu'à se prostituer pour payer. Cette fois, l'affaire va trop loin et entraîne une plainte.
En 3e année de collège, la chute s'accélère. Il est envoyé dans un centre de détention pour mineurs, ce qui provoque le divorce de ses parents. Forcément, une fois dans sa vingtaine, il commence à travailler dans le monde de la nuit, mais se fait arrêter une première fois en 2008, avant d'être arrêté à nouveau en 2016 pour délit de fuite. Le 8 février 2023, il est transféré depuis les Philippines jusqu'au Japon et arrive le 9 février sur le territoire japonais. Et il est encore jusqu'à aujourd'hui toujours dans l'attente de son procès. La police japonaise et philippine peuvent se féliciter d'avoir attrapé le leader du gang Tokuryu. Mais souvenez-vous de ce que j'ai dit, couper une tête, il en repoussera 2 autres. Certes, le démantèlement de tous les hauts gradés a freiné la reprise directe de l'activité criminelle, mais elle n'a pas été arrêtée pour autant. C'est pour ça qu'en 2024, on a eu l'affaire des Takarajima ou encore celle de Mazuki Takarada. Dans cette affaire, encore une fois, une personne âgée a été exécutée pour de l'argent, le tout filmé et retransmis en direct au donneur d'ordre. Mais le principal coupable, Mazuki Takarada, affirme qu'il a agi sous intimidation par peur de représailles. Et que ce soit vrai ou faux, cette méthode de Yamibaito, elle donne quoi qu'il arrive une excuse parfaite aux personnes qui ont été arrêtées. Ils disent simplement qu'ils étaient sous la menace et sous le chantage. Ça ne va pas les innocenter, mais ça va clairement alléger leur peine. Et cette technique, elle est déjà utilisée parce que dans le premier braquage que je vous ai mentionné au tout début de cette vidéo, eh bien en vérité, les 4 adolescents se connaissaient déjà et formaient un petit gang de délinquants, mais ils ont plaidé le fait qu'ils ne se connaissaient pas et que c'est tout la faute du système de Yamibaito. Mais alors maintenant, les Yakuza dans tout ça. S'ils étaient inquiets face au Tokuryu durant les premières années, il semblerait que, comme d'habitude, ils se soient intégrés à cette nouvelle criminalité lucrative. Et je vous donne un chiffre totalement officieux, mais qui provient d'une personne dans cette vidéo qui visiblement sait beaucoup plus que les médias conventionnels, c'est que 35% des réseaux Tokuryu d'aujourd'hui seraient composés de Yakuza. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, comme c'était un sujet relativement récent, ça a été très compliqué de réorganiser toutes les informations. Pour ça, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, moi je vous dis à la prochaine, tchuss.